Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, on a parlé un petit peu en introduction de ce roman étonnant qu'on a qualifié de roman d'anticipation du terroir, Godpell de Gabriel Marcoux-Chabot. Simon, ça, tu me parlais d'un univers là, vraiment qui est créé à travers des pelleteurs. Absolument. C'est un contexte, c'est un ensemble, c'est un univers qui prend un certain temps à être apprivoisé, là, parce que le roman commence tout doucement. On est dans la tête de personnage principal que je vais vous présenter, là. On entre difficilement dans le récit parce que on a une voix qui nous parle, mais qui répète beaucoup. Je fais ci, je fais ça, j'ai continué. Ces émotions beaucoup aussi. Il y a comme un flux incessant de paroles. Puis là, tu te dis, mais voyons, on va où là? Ça prend quand même quelques paragraphes avant d'être attiré par la suite. Puis t'as envie de décrocher. Mais si tu te laisses comme apprivoiser par ça, puis que tu vas voir aussi de l'autre côté. En fait, il y a deux écritures. Il y a l'écriture en français actuel et une écriture qui n'existe pas, un français qui pourrait exister, qui vient vraiment de l'oralité et qui nous aide à comprendre. Plus que le joual, proprement parlé. Si on le lit à haute voix, puis tout à l'heure, je vais essayer de vous en lire un extrait, on entre vraiment dans un français populaire qui existe déjà au Québec, avec des mots anglais empruntés, mais qui se prononcent à la québécoise, avec un parler abrégé, avec un parler pas toujours correct, disons-le comme ça, là, très châtié, mais qui nous aide à comprendre, bon, le personnage, c'est tout un personnage, c'est une psychologie. Et là, on entre là-dedans, puis elle nous parle tranquillement de son fameux groupe, les Godpell. Des pelleteurs, des sculpteurs, mais c'est tout doucement qu'on apprend. C'est qui ça, ces Godpell-là? Pourquoi c'est si important? Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle arrête pas de nous dire, j'ai fait quelque chose, je ne suis plus avec eux, mais pourtant je demeure une Godpell. Ça va pas bien. Elle est tourmentée constamment dans ce flot-là de pensées et elle évite, elle nous parle toujours qu'il y a plein de pensées qu'elle ne veut pas garder, conserver. Ça la trouble, elle les évite, elle les repousse, mais elle revient, puis à la fin, on va apprendre. Mais elle passe par toutes les traditions, les saisons, les objets identitaires qui définissent les Godpell, comme quoi à Noël, ça nous prend, c'est une nouvelle tradition. Noël est plus chrétien, c'est plus du tout la fête des cadeaux. C'est la fête identitaire qui dit l'été va revenir parce que l'été a beaucoup d'importance, même si dans le roman, c'est un roman nordique. On est dans l'hiver, dans la neige tout le temps, on n'arrive jamais en été. Et à Noël, ils sculptent. Vraiment, il y a des gros blocs de neige pilés que les enfants qu'on appelle les pileurs, justement, là, eux, ils ont pilé la neige, ils ont une structure et bon, c'est une journée de carnaval, finalement. Ils sculptent les blocs de neige pour se faire des objets identitaires. Et là, au travers de ça, on apprend à chaque fois un petit peu plus. Et là, tout d'un coup, il y a le personnage qui nous est plus présenté, qui elle est, c'est la Floune. Elle s'appelle la Floune. C'est la première des deuxièmes. Parce qu'il y a eu les premiers. Après le cataclysme qu'on comprend vraiment vers... la deuxième génération. Parce qu'après les premiers, tous les enfants mouraient. Et donc, elle est la première survivante des deuxièmes. Et parce qu'elle est la nouvelle, parce qu'elle a réussi à survivre alors que les autres enfants mouraient, on lui donne beaucoup une symbolique de la nouvelle vie, la nouvelle culture, l'espoir, puis on la pousse à devenir plus qu'elle-même. Puis elle n'est pas tout à fait prête à vivre ça, puis ça va la hanter jusqu'à la fin. Mais elle nous raconte tout ça, elle raconte toutes ses pensées, ses impressions qui nous amène vraiment vers, comment je dirais ça, un monde qui se recompose devant nos yeux. Et c'est là toute la beauté de ce livre-là. Mais est-ce que le monde parallèle, il existe? Est-ce qu'ils sont en retrait de la société telle qu'on la connaît?
Ou c'est un gros 28 jours plus tard, puis tout le monde est mort? C'est une excellente question. Merci de me ramener là, parce que, en fait, c'est aussi tellement construit, fragmenté, que ils vont jamais nous présenter on est exactement où, mais on est au Québec, on est dans le nord du Québec. Il y a eu une grande migration. Après le cataclysme que l'on va nommer, excusez les oreilles sensibles, le Long Chris. OK. Mais c'est un hiver qui n'aurait pas eu de fin sur plusieurs années, qui a tué toute la végétation, puis pour lequel, on a eu de la difficulté à survivre en tant qu'humain. Et après le Long Chris, ça revient vraiment comme ça. Ils ont réussi. Repose-moi ta question. On dirait non, mais est-ce que ces gens, est-ce qu'il y a des survivants du cataclysme et qu'on a une société en parallèle, en fait, où tout le monde... On est en quelque part dans Mistassini, on est quelque part dans les Monts-Valin. Il y a quelques indications géographiques actuelles qui sont nommées, mais on est proche d'un lac qui devient le lac, et puis on le nomme plus. Mais on n'a pas conscience du monde d'avant. Puis on le sait pas. C'est ça. C'est pour ça que je voulais que tu me reposes la question, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres survivants. Il n'y a plus de communication, puis c'est vraiment un retour à la nature. Mais on parle que on utilise encore les vieux vêtements, on utilise encore les vieux outils. On a conscience qu'on ne pourra pas les retrouver, puis qu'on va les user jusqu'à la fin, et qu'on est dans une perte d'un monde. Alors c'est ça, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne le sait pas, on ne le saura pas non plus dans le livre. Mais ce qu'on va savoir, c'est, à travers justement cette transmission-là de la Floune qui nous parle, comment s'est forgée la nouvelle civilisation à partir d'une vieille. La vieille, c'est pas du tout péjoratif dans le roman, c'est le personnage central de la sagesse, de la continuité, celle-là qui va apprendre à la Floune à écrire. Puis là, la Floune dit, moi, je trouve que ta façon d'écrire, c'est une façon qui est remplie de lettres inutiles. On va garder seulement ce qui est utile. Et c'est pour ça que dans le roman, à gauche, on a la façon d'écrire de la Floune qui va être redéfinie et qui va devenir le nouveau français de cette culture-là. Et à droite, vous pouvez suivre très facilement le récit en français standard. Et c'est très court si on regarde la gauche avec le reste. Donc, c'est comme un résumé de ce qu'on a dans les pages suivantes? C'est vraiment c'est presque 50-50? C'est la transcription. OK. J'étais tombé sur un genre petite... poème en prose ou presque, oui. OK, donc le livre est comme écrit 2 fois, en fait. Il est écrit 2 fois. Okay. Ce qui fait que c'est une brique, mais qui est une demi-brique. C'est ça, mais on n'est pas obligé de lire la gauche. Mais juste quand on a besoin de bien comprendre, on est dans quel environnement intellectuel ou de compréhension. Je vous en ai un petit peu à droite. C'est beau par ici, il y a des bouleaux dans la pente et jusqu'au fond de la vallée. L'environnement semble favorable aux lièvres. OK. À gauche, c'est beau par ici. Là, des bouleaux dans la pente, puis jusque dans le creux de la vallée. Ça a l'air d'être une pas pire place pour le lièvre. OK. On sent la réalité. Moi, j'entends des gars de région. Fait que des gars de pelle de région, là, oui, ils pourraient avoir... Est-ce que ça ajoute un exercice de style de l'auteur, de Gabriel Marcoux-Chabot, ou... Dans la critique de cette langue-là, qui est la nôtre, le français, c'est vrai qu'on écrit avec beaucoup de superflu. Donc, lui, il s'est fait aider d'une linguiste. Ils ont recréé une langue. Ouais. C'est très intéressant pour ça. C'est intéressant de voir qu'on comprend quand même beaucoup de choses. Et puis qu'on peut transmettre. Puis c'est ça, en fait, la finalité du livre, c'est que la Floune va avoir la mission de transmettre l'ancienne culture, la culture actuelle, et perpétuer la culture pour qu'elle puisse vivre une fois que la vieille va décéder, parce qu'on assiste aussi au décès de la vieille. C'est très touchant, avec plein de mystères, mais cette vieille-là est au courant de beaucoup d'actes de transgression qui ont réussi, qui ont mis au monde la nouvelle culture. C'est là où la réflexion arrive. Est-ce qu'on est capable d'être une société humaine toujours bonne et pleine de bienveillance? Pas toujours. Les actes fondateurs sont des transgressions. Mais la Floune l'apprend juste à la fin, ou parfois se fait dire dans tes écrits que tu fais pour la transmission de la culture, ajoute tel élément, comme si on l'avait fait depuis toujours. Et là, il y a beaucoup de réflexions avec la religion, avec nos traditions également, avec ce qu'on prend pour acquis. Récits, rites, règles, gardiens du savoir, le contact aussi avec ce qui reste, un crayon, quelques usmines, pas du papier, des documents qu'ils appellent des usmines parce que tu uses ta mine en grattant sur le papier.
Alors, intéressant. Il y a une métaphore que j'entends, peut-être quelque chose des changements climatiques, la présence de l'hiver. Est-ce qu'il y a une métaphore avec peut-être des réfugiés climatiques ou quelque chose comme ça, ou c'est pas... on est vraiment dans un récit dystopique météo, ouais. Où il y a eu quelque chose... J'ai envie de le nommer, mais le long crise pourrait être une grande maladie et ou un hiver nucléaire, parce que quand on parle de plusieurs années sans lumière, mais c'est beaucoup plus envahissant, des pays qui ont envahi d'autres, puis la guerre qui a mené à tout ça, la destruction de la civilisation. Alors, moi, je vous dirais, il faut être ouvert, il faut aimer les images, il faut aimer entrer doucement dans la psychologie d'un personnage, mais c'est une lecture qui peut être déstabilisante, mais en même temps qui va vous rapprocher de votre humanité. C'est très bien fait pour se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en dehors de mon monde ultra matériel dans lequel on est, là? Alors, à recommander pour discuter de ça autour d'un bon petit verre. Voilà. Alors, voilà, Godpell de Gabriel Marcoux-Chabot à la peuplade. À la peuplade. Oui, puis là, c'est ça. Moi, juste pour mentionner rapidement son côté de langue réinventée, on reconnaît un peu le gars qui s'intéresse aux traditions. Son roman d'avant, c'était Lasquin. C'était une réécriture du roman classique d'Albert Laberge, Lasquin, qui avait comme réécrit en version un peu remixée, la version moderne. Puis ça aussi, c'était très intéressant comme livre parce qu'on redécouvrait un classique que des fois, la langue a vieilli, puis ça intéresse moins un peu un certain type de lectorat parce qu'on n'écrit plus exactement comme ça, là, ces vieux romans du terroir-là. Puis là, il avait un peu réactualisé pour rendre ça plus accessible. Ça aussi, c'était très intéressant. Donc, on voit un homme près de ses racines, intéressé à ses origines. Tu me parles de ce livre-là, on dirait, on est proche de... voyons, la route de Cormac McCarthy aussi. Oui, c'est des images que j'avais un peu. Pas une perspective individuelle du tout, une perspective de groupe collective qui se tient, pour lequel il faut qu'il y ait des efforts de fait pour demeurer ensemble. C'est ça, je chialais justement dans la route de Cormac McCarthy. C'était très individualiste, alors que pour reconstruire un monde, on va avoir besoin de se mettre ensemble et d'être en communauté. Oui. Là, on reconnaît le gars qui faisait Banane Rebelle, Gabriel Marcoux-Chabot. Là, il est dans la collectivité. C'est vrai, c'était lui en 2012. Oui, on le connaissait pour ça à l'époque. Voilà. Voilà, merci. On poursuit. Je vous parle après...